bonsoir. Dans l'actualité ce soir, l'arrivée à Dakar du président nigérian Goodluck Jonathan. Vous voyez à sa descente d'avion, il est à Dakar et donc il abordera entre autres la question de la sécurité sous-régionale avec son homologue sénégalais Macky Sall qui était à l'accueil. Le sit-in des travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar, ils estiment que le personnel militaire est favorisé dans le paiement des indemnités. Baccalauréat 2012, le taux de réussite nationale diversement apprécié par le corps enseignant, 38,7% avec 9 mentions, très bien. Un service, une tapisserie, une étincelle du ministre de la Culture et du Tourisme Youssou N'Dour, ce pour booster, dit-il, la production et la commercialisation des œuvres de la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président nigérian Goodluck Jonathan est à Dakar. Vous découvrez sur ces images sa descente d'avion. Il a été accueilli donc par le chef de l'État Macky Sall. Il s'entretient ce soir avec son homologue sénégalais. Une déclaration commune est prévue au terme de l'entrevue. Au menu, entre autres, la sécurité dans la sous-région Fatou Kiné Dème, pour faire le point justement de ce menu en vue. Goodluck Jonathan à Dakar ce mercredi. Le président nigérian, leader du groupe de suivi sur la Guinée-Bissau, dans la même dynamique que ses homologues ouest-africains, est à la recherche d'une solution à la crise qui secoue le pays. Une crise déclenchée par le coup d'État du 12 avril dernier. Le Sénégal est membre du groupe de contact sous-régional formé par la CEDEAO. Il a pour mission de coordonner le suivi de la mise en œuvre des décisions prises sur la situation en Guinée. 638 soldats provenant de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Nigeria, du Sénégal et du Togo ont été déployés pour faciliter le retrait de la mission de l'Angola pour l'assistance technique et militaire en Guinée-Bissau, mais également aider à la sécurisation du processus de transition. Les dirigeants ont aussi demandé le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel afin de permettre l'achèvement du processus électoral. Ainsi, une rencontre régionale du groupe de suivi sur la Guinée-Bissau est prévue. Elle sera présidée par le Nigeria en présence du Bénin, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée, du Sénégal et du Togo. Dans le cadre de sa visite à Dakar, Goodluck Jonathan ne manquera pas d'évoquer avec son homologue sénégalais les questions de sécurité sous-régionale avec en ligne de mire le Mali où le groupe terroriste nigérian Boko Haram est signalé. Le président nigérian Goodluck Jonathan quitte Dakar ce jeudi. Dans l'actualité également, ce sit-in des travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar. Ils estiment que le personnel militaire est favorisé, notamment dans le paiement des indemnités. Ils menacent d'ailleurs de paralyser le fonctionnement de l'établissement. À partir du 3 septembre, ils vont passer à la vitesse supérieure. Ibou Diouf, Fatou Bintou Konté. Discrimination, manque de considération, autant de mots que le personnel paramédical de l'hôpital principal de Dakar dénonce. En sitting ce mercredi, les travailleurs réclament une meilleure prise en charge de leurs préoccupations au sein de cette structure hospitalière. L'objet du sitting, en fait, repose sur plusieurs points et dans un contexte purement social par rapport à ce personnel civil qui, en fait, régénère les ressources de l'hôpital de par, disons, son énergie, sa force, sa rigueur dans le travail, son abnégation et tout. Mais malheureusement, ce personnel ne se ressent pas dans ces recettes-là. Les recettes de l'hôpital vont toujours à cette catégorie de personnel. Contre, en fait, un personnel paramédical qui est là, qui a tout donné à l'hôpital aujourd'hui, mais malheureusement qui ne se ressent pas dans ce qui se fait dans cet hôpital. Ce personnel civil de l'hôpital principal s'indigne du mode de paiement des indemnités annuelles jugées dérisoires comparativement aux indemnités allouées aux militaires. Le gros problème, le point focal, le point majeur, c'est en fait cette prime dénommée prime du personnel civil qui est payée à 20 000 francs aux paramédicaux contre 400 000 francs pour les médecins. Si on n'est pas médecin, on ne bénéficie pas de cette prime de 400 000 francs. Je ne sais pas si vous pouvez faire une évaluation de 400 000 francs sur 10 ans. Ça fait 48 millions. Contre 20 000 francs sur 10 ans, 2 400 000. Je ne sais pas si vous trouvez l'écart ou non. Les travailleurs civils de l'hôpital principal de Dakar comptent paralyser le système à partir du 3 septembre si les autorités n'apportent pas des réponses définitives à leurs problèmes. Nous avons démarré notre sitting depuis le 6.
Donc depuis le 6, on est là chaque semaine, lundi, mardi, mercredi, 8h midi. Donc on a eu une rencontre également avec le médecin-chef le 14 passé, où nous avons eu des accords sur quelques points, mais ce point focal concernant la prime du personnel civil jusqu'à présent n'a pas trouvé son accord. Et cela dit, au moment où, disons, la plateforme montait à sa table, ça a été accompagné par, disons, un préavis de grève qui prendra effet normalement le 3 septembre. Au nombre de 830, ce personnel civil de l'hôpital principal de Dakar invite leur directeur à revoir leur traitement qui doit être amélioré et de façon durable. Boy Nadi, c'est dans le nord du pays, exactement à 10 km de Matam. 15 concessions ont été détruites suite à de fortes pluies mardi soir. Les populations attendent sous les eaux la perche des autorités. Les eaux de pluie toujours qui paralysent les activités sur les allées du Centenaire, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les commerces ont baissé rideau, les automobilistes pataugent en voiture. À Rufisque, les ordures baignent dans ces eaux de pluie. Le décor est omniprésent dans les différents quartiers de la vieille ville. Mar Dieng et Fat Dieng y ont effectué un tour. Regardez. Lamine et ses camarades devront encore attendre longtemps avant de rejouer au football. Leur terrain est inondé. Nous voulons que les sapeurs-pompiers nous aident. Ici, nous sommes très fatigués. Nous n'avons plus un terrain. Les enfants viennent ici pour se baigner, mais c'est très dangereux pour eux. Nous sommes très fatigués de ça. Depuis le début de l'hivernage, les habitants des HLM, quartier situé à Rufisque, vivent un véritable calvaire. Ils vivent dans un environnement exposé aux eaux stagnantes et aux ordures. Avant, les véhicules de ramassage venaient régulièrement récupérer les ordures. Mais avec les pluies, les routes sont presque impraticables. Notre quartier était propre, mais avec les problèmes d'assainissement, notre cité est très sale. Notre environnement est malsain. Avec les eaux stagnantes, les microbes se développent très rapidement. Les enfants se baignent dans ces eaux fréquentées par les animaux. Parfois, ils sont même atteints de certaines maladies telles que la bilharziose. Autre localité de la ville de Rufisque, Santiala Extension. Ici, la question de l'assainissement préoccupe les populations. Les habitants font des pieds et des mains pour se débarrasser de leurs ordures. D'habitude, on a un véhicule de ramassage qui entrait dans la zone, mais avec cette pluie, le véhicule ne peut plus accéder. Donc on a un problème d'accès. Et s'il faut attendre le véhicule, il faut peut-être attendre octobre, fin octobre ou début novembre. On ne peut pas vivre avec les ordures jusqu'à fin novembre. Il faut trouver une solution alternative, c'est de mobiliser les jeunes et les habitants pour vraiment s'attaquer à ça. Il y a une partie qu'on pourra brûler, d'autres il faut enterrer. Malgré qu'on ne nous demande pas, on nous interdit de le faire, mais il n'y a pas une autre solution. Au niveau des quartiers, des fois nous sommes confrontés à des problèmes d'accessibilité. Parce qu'il y a dans certains quartiers, surtout avec l'hivernage, il y a des zones qui sont inaccessibles, avec les eaux qui sont au niveau des rues, etc. Et là, comme nous avons des camions de 20 mètres cubes, leur accès est difficile dans ces zones-là. La gestion des déchets est un problème majeur à Rufisque. À l'image de Santiala et des HLM, beaucoup de quartiers rencontrent des difficultés liées à l'assainissement. Des clichés qui ternissent l'image de la vieille ville. Les résultats du baccalauréat 2012, cette fois-ci vus par le corps enseignant. 38,7%, c'est le taux de réussite au niveau national. 86 936 candidats exactement, dont 9 avec la mention très bien, mais pour certains enseignants, le chiffre est bien faible. Atanarba Aminasow. L'Office du bac livre les résultats provisoires du baccalauréat général session 2012. 38,7%, c'est le taux de réussite nationale, un taux diversement apprécié. Par rapport à une année assez particulière avec des perturbations dans le public, je pense que c'est des résultats acceptables. 38,7%, en fait, ce n'est pas de bons résultats. C'est à la limite de très mauvais résultats. Ça, il faut le reconnaître, comparé à d'autres pays.
Si je prends l'exemple de la France, qui est une de nos références, là-bas, les résultats ne vont jamais en dessous de 80%. Les résultats sont toujours au-dessus de 80%. Mais nous sommes là, on se plaît toujours dans les 38%, malgré les budgets dont on réclame qu'on investit au niveau de l'éducation. J'ai dit que c'est regrettable. Les scientifiques se sont mieux distingués. Sur les 9 mentions très bien enregistrées au niveau national, 8 vont aux séries S1 et S2. Il y a donc une sélection qui se fait à la base, et ce qui fait qu'on a les meilleurs profils en S1, et du coup les résultats sont chaque année des résultats excellents. Mais à côté, il y a la série S2. Il y a la série S2 qui est là, qui ne remplit pas les mêmes conditions que S1, mais pourtant on voit de médiocres résultats là-bas. Et surtout cette année, les épreuves en mathématiques en S1, c'était très abordable. Au vu de ces résultats, les enseignants proposent la tenue des états généraux de l'éducation. Aujourd'hui, nos étudiants ont remarqué s'ils vont à l'extérieur, ils ont de sérieux problèmes en informatique, ils ont de sérieux problèmes en anglais. Voilà 2 disciplines où nos élèves ont de sérieux. 2 disciplines où nos élèves ont des problèmes. Alors là, il faut qu'on essaie quand même de moderniser. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici d'adéquation entre l'enseignement et la formation. En 2011, l'Office du bac a enregistré un taux de réussite de 38%. En 2012, il s'élève à 38,7% sur un effectif de 86 936 candidats qui ont composé à la première session du baccalauréat général. Et puis Amina Sow, cette étincelle du ministre de la Culture et du Tourisme, un service, une tapisserie. L'objectif de Youssou N'Dour, booster la production et la commercialisation des œuvres de la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Youssou N'Dour a présidé donc la levée de la grande tapisserie dénommée le Grand Magal de Touba. L'œuvre va décorer la salle de conférence de l'ONU à New York. Masséane Ndiaye Dissaprera. Ce geste du ministre de la Culture et du Tourisme n'est pas banal. Il est d'une haute signification car il consacre la levée de la tapisserie nommée le Grand Magal de Touba, une œuvre destinée à décorer la salle de conférence des Nations Unies. Je viens m'acquitter d'une mission de la plus haute signification au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, le chef de l'État m'a chargé de procéder à la levée de la tapisserie intitulée le Magal de Touba, qui reproduit l'œuvre de notre compatriote Papa Ibra Tall. Youssou N'Dour a profité de cette cérémonie pour lancer le slogan « Un service, une tapisserie ». Une idée émise pour booster la production, mais surtout la commercialisation des œuvres de ce fleuron de l'industrie culturelle du Sénégal. Aujourd'hui, il est question, avec la politique menée par le directeur général, de sauver, d'accompagner, de consolider les manufactures arts décoratifs de Thiès. Donc je voudrais lancer ici, à partir de Thiès, ce slogan qui vient de chez vous d'ailleurs, qui s'appelle « Un service, une tapisserie ». Un service, une tapisserie et une idée, et c'est aussi quelque chose qui peut nous sauver, qui peut accompagner les manufactures de Thiès. 33 mois, c'est le temps d'exécution pour réaliser cette œuvre. Une tapisserie d'une superficie de 24 mètres carrés, fabriquée avec plus de 1600 fils. Dissaprera, le 26 août est célébré l'anniversaire de l'accueil historique du général de Gaulle à Dakar. Le thème de ce 54e anniversaire, citoyenneté et valeurs républicaines. Un hommage sera rendu à l'occasion aux porteurs de pancartes. Maître Mbaye Jacques Diop, le président de l'association justement des porteurs de pancartes, ses propos sont recueillis par Fatih Dieng et Mar Dieng. Le 26 août 58 a été quelque chose d'exceptionnel. En effet, pour la première fois dans l'histoire coloniale du Sénégal et de l'Afrique, 50 000, voire plus de jeunes étaient rassemblés sur la place Protet, devenue aujourd'hui place de l'Indépendance. Rassemblés pour dire indépendance, pour réclamer l'indépendance, pour arracher l'indépendance au général de Gaulle.
qui était à l'époque, comme vous le savez, le président du conseil du gouvernement français. En Wolof, nous disions Jot Sereo. Nous, du Pera. Là où le pays disait Mom Sereo. Et alors, tout cela a fait que ça a énervé le général de Gaulle. Énervé durablement. Puis ce discours de Valdiodio Ndiaye qui était un discours admirable, formidable, s'inspirant des mots d'ordre de Cotonou, s'inspirant du congrès des 25 et 27 juillet 1958 à Cotonou. La rigueur dans la pratique de l'islam, les Sénégalais se conforment aux règles et recommandations de cette religion le temps d'un mois de Ramadan, mais les vieux comportements reviennent dès le lendemain de la Korité. Ceci n'est pas un jugement, mais une tentative de compréhension de ce phénomène par Nafissatou Silla et Ali Mbaye. Durant le Ramadan, la plupart des musulmans ont fait preuve de dévotion et ont observé un respect souvent strict des préceptes de l'islam. Mais dès la fin du jeûne, nombreux sont ceux qui retournent à leurs anciennes habitudes, surtout au plan vestimentaire. Durant le mois du Ramadan, on est obligé d'être sobre et chaste pour que Dieu agrée nos prières, surtout nous les filles, et cela jusqu'à la fin du jeûne. En tout cas, moi, je remets mes pantalons, mais les vendredis quand même, je porte une tenue traditionnelle. Oui, vendredi, ce qui fait ça, c'est que les gens ont une volonté manifeste de changer, de s'adapter à la religion et tout, mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Beaucoup de personnes interrogées ne manquent pas d'arguments pour expliquer ce choix. C'est quand on est jeune, après ça passe, on laisse ça, on devient une maman, on laisse tomber. Jusqu'à aujourd'hui, il faisait chaud. Et bon, j'ai décidé de venir en ville. Et comme je viens de commencer les vacances, donc voilà, je suis obligée de faire tendance, quoi. C'est la mode, on est jeune. Mon accoutrement d'aujourd'hui, ça s'explique par le fait que je dois travailler, je dois aller rencontrer des gens. Donc bien vrai qu'on aimerait s'habiller mieux, qui répondent plus à nos critères, à nos valeurs par rapport à l'islam et tout. Mais on est tenu d'aller voir des gens, de les rencontrer. Donc on est obligé de s'accommoder quand même aux habitudes de bureau. Sur le plan sociologique, ce changement de comportement serait dû à plusieurs facteurs. L'esprit du Ramadan, c'est non seulement d'enlever les péchés, de faire pardonner les péchés, mais d'aider l'individu après le Ramadan à se conformer, à mieux se conformer aux préceptes de l'islam, à mieux continuer son comportement de dévotion de bons musulmans. Les religieux, les imams eux-mêmes le savent, que les hommes ont tendance toujours à revenir à ce qui est le plus facile, à la joie, au plaisir, à la facilité, parce que c'est un aspect aussi de l'être humain, qu'à la stricte dévotion. En l'espace d'un mois, les musulmans sénégalais ont essayé de se conformer aux normes de l'islam, mais il faut dire que les vieilles habitudes ont la peau dure. Nafissatou Silla, merci. Tambacounda à présent, la pouponnière Éducœur, orpheline de ses mécènes. La structure qui accueille une vingtaine de petits risque de se retrouver dans la rue faute de moyens. Demanda Wadiatala. Ces innocents, pour la plupart repêchés dans les ordures ou abandonnés par leurs parents, risquent de se retrouver sans abri. Ils sont sans soutien depuis quelque temps à cause du retrait du principal bailleur. Les difficultés que je suis confrontée, c'est la prise en charge totale de ces enfants et la prise en charge des locaux. Et aussi que la capacité d'accueil est un peu serrée parce que je suis en location et la demande est tellement forte. La demande est régionale, sous-régionale. Actuellement, je n'ai pas de soutien. Sauf qu'il y a des soutiens temporaires. Voulant préserver la dignité des pensionnaires, la nurse se débrouille avec les moyens de bord pour couver les enfants. Elle ne compte pas baisser les bras. Je suis à 7 mois d'arrière. Il y a des gens qui t'ouvrent le visage et que ces enfants aussi, je trouve que ce sont des nobles. Il n'est pas aussi autorisé qu'on expose ces enfants-là. Et toute personne qui veut faire de bonnes œuvres peut venir dans discrétion faire de bonnes œuvres pour ses enfants. Je trouve qu'aller de tort à travers demander, je trouve que c'est un peu moche de ma part. Éducœur, du bénévolat au service de la société, s'est installé depuis 2004. Certains pensionnaires ont été adoptés et d'autres ont été réinsérés dans leur famille d'origine.
Bonne volonté donc à vos chèques. Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Nous démarrons cette page des sports avec du basket. Effectivement, avec la 18e édition de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, le Sénégal passe en quart de finale. Les Lionceaux ont décroché leur 4e victoire en s'imposant face aux Angolais. Score final 67-45. Du coup, les Lionceaux vont donc affronter le Mozambique en quart de finale. C'est ce jeudi. Handball, les affiches des finales de la saison 2011-2012 sont connues. Asfa Djaraf chez les hommes et Saltigué Diamono en dames. Les rencontres sont prévues pour ce samedi et la Fédération sénégalaise de handball a pris le devant pour une bonne fête du handball sénégalais. C'est un reportage de Cheikh Sadibou Diarra, Daniel Diouf. Les images sont de Dembandao. La Fédération sénégalaise de handball clôture sa saison. Les finales dames et hommes se jouent ce samedi au stadium Iba Mar Diop avec, cette fois-ci, une curiosité. Cette finale donc aura lieu, démarrera à 17h30. D'habitude, nous organisions d'ailleurs les finales en faisant jouer les dames en première heure, mais cette fois-ci, on a inversé pour faire jouer les hommes donc en première heure, 17h30 Djaraf Asfa. Pour la finale dames donc prévue aux environs de 19h, elle va opposer les Saltigués de Rufisque à l'AS Diamono de Guédiawaye. Les finales de cette année, à l'inverse de celles des 2 dernières saisons, auront une coloration particulière. Les finales de cette année seront marquées du sceau de l'hommage à nos disparus. Nous avons eu cette année 2012 des personnalités du handball qui sont malheureusement décédées, qui nous ont quittés. Les 4 équipes finalistes sont toujours équipées par la fédération avec des équipements de marque. Et cette année, le ministre des Sports a accepté de tout prendre en charge du point de vue de l'équipement de ces équipes finalistes et également des trophées à mettre à leur disposition. Le président de la fédération annonce aussi des mesures pour enrayer la violence lors des finales. Nous avons donné instruction pour qu'il y ait une réunion technique avec les équipes avant le jour de la finale pour déterminer les horaires d'accès au stade pour chaque équipe, déterminer les emplacements pour tous les supporters des équipes et mettre en place un dispositif de sécurité avec les forces de sécurité. Nous avons déjà sollicité du ministère de l'Intérieur l'envoi d'éléments du GMI pour sécuriser le stadium. Nous avons voulu identifier les responsables éventuels de quelques perturbations qui adviendraient pour que la fédération puisse prendre ses responsabilités. Mais de tout ça, nous pensons que la pédagogie, ce n'est pas la sanction fondamentalement. La pédagogie, c'est la sensibilisation, la discussion en amont. La Fédération sénégalaise de handball est à l'origine du renouveau de la discipline au Sénégal ces dernières années. Mais les finales de la saison passée ont eu un goût d'inachevé avec les échauffourées. Des actes que l'on n'espère pas revoir ce samedi. Merci, cher Sadibou Diarra et Daniel Diouf. Nous allons parler maintenant de football féminin. L'équipe nationale du Sénégal qui entame sa préparation en vue de la Coupe d'Afrique qui se tiendra du 28 octobre au 11 novembre en Guinée équatoriale. L'équipe du Sénégal féminine a concocté un menu alléchant donc, pour sa préparation. Suivons donc Bassoiré Diaby, il est au micro de Abdelaziz Ndiaye. La première opération, on va faire une revue d'effectifs pour voir d'abord par rapport aux blessés. On avait beaucoup de blessés après le match du Maroc. Ensuite, voir cibler quelques nouvelles. Il y a 5 nouvelles qui ont été appelées. Et on va entamer la phase de préparation. On va beaucoup insister sur la préparation physique. Du 17 au 23, on va essayer d'installer un camp d'entraînement avec l'équipe gambienne à Dakar. C'est le stage en fait qui prépare au tournoi de l'UFOA. On va quitter Dakar vers le 25 pour aller jouer à Abidjan pour 10 jours, du 25 au 8. Et c'est le point focal vraiment de notre préparation, parce qu'on sera juste à 2 semaines de la compétition.
Restons avec le foot cette fois pour parler des éliminatoires de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Le Cameroun prépare le Cap-Vert sur les installations de Dakar Sacré-Cœur. C'est à Dakar bien sûr. Le club dakarois donc mettra à la disposition de la sélection camerounaise ces deux terrains pour permettre aux Camerounais de bien préparer donc cette rencontre avec le Cap-Vert. Khalifa, c'était tout pour la page sport. Merci beaucoup Ibou Diouf. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée, au revoir.